Il n'était pas seulement un combattant, c'était un guerrier qui portait une flamme inébranlable chaque fois qu'il montait sur le ring. Pour beaucoup, il reste l'un des plus grands boxeurs que le sport ait jamais connu. Mais ce qui s'est passé en dehors des projecteurs a laissé les fans stupéfaits. Et le dernier chapitre de son histoire est un chapitre qui secoue encore les gens aujourd'hui. Voici le parcours bouleversant de Marvelous Marvin Hagler. Marvin Nathaniel Hagler est né le 23 mai 1954 à Newark, dans le New Jersey. Dès le début, la vie l'a mis à l'épreuve. Il grandit dans un quartier pauvre où la criminalité et la violence envahissent les rues. Pour le jeune Marvin, chaque jour est un combat pour la survie. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de la nourriture ou de garder un toit au-dessus de sa tête, mais aussi d'apprendre à être assez fort pour se défendre. Au cours de l'été 1967, Marvin n'avait que 12 ans lorsque les émeutes de Newark ont éclaté. Pendant des jours, la ville a brûlé. Des pâtés de maisons entiers ont pris feu la police et les manifestants se sont violemment affrontés et les rues se sont transformées en zone de guerre. La famille de Marvin, comme beaucoup d'autres, en avait assez vu. Ils ont fait leurs bagages et ont quitté Newark espérant échapper au chaos pour mener une vie plus tranquille à Brockton dans le Massachusetts. Mais même à Brockton, Marvin a du mal à s'en sortir. C'était un garçon timide à la voix douce qui ne savait pas toujours où était sa place. Cela a changé le jour où il est entré dans un petit gymnase dirigé par les frères Goody et Pat Petronelli. Entre ces quatre murs, Marvin a découvert la boxe, et la boxe l'a découvert. Les Petronelli ont vite compris qu'il avait quelque chose de rare. Marvin ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il s'entraînait, il y avait du feu dans ses yeux. Ce qui n'était au départ qu'un intérêt est rapidement devenu une obsession. Il étudiait chaque coup, chaque mouvement. Les frères Petronelli lui ont donné bien plus que des techniques de combat. Ils lui ont appris à rester calme sous la pression, à réfléchir dans le feu de l'action et surtout à croire en lui. Sous leur direction, Marvin s'est transformé. Il devient plus fort, plus vif et plus résistant à chaque séance. Il a adopté une position unique, celle de la main droite en avant, qui déséquilibre ses adversaires. Son corps est devenu une forteresse capable d'absorber des coups qui auraient fait tomber d'autres combattants. Les adversaires se sont vite rendus compte que Marvin n'était pas seulement difficile à frapper, mais qu'il était presque impossible à briser. Mais alors que Marvin se transforme en machine, le monde de la boxe professionnelle n'est pas prêt à l'accueillir. Il passe professionnel en 1973 et fait ses débuts contre un combattant local, Terry Ryan. Le combat s'achève au deuxième round, Ryan étant mis KO par la puissance de Hagler. C'était une déclaration. Une star semblait prête à s'élever. Pourtant, au lieu d'opportunités, Marvin s'est vu fermer des portes. Le problème n'est pas son talent, mais le danger qu'il représente. Pour les promoteurs et les combattants de renom, il représentait un risque élevé, une faible récompense. Trop doué pour être facile à gagner, mais pas assez célèbre pour garantir de grosses sommes d'argent. Aucun champion ne voulait prendre le risque de perdre contre un adversaire affamé et peu connu. C'est ainsi que Marvin est mis à l'écart. Combat après combat, il continue de gagner, mais ses victoires ne mènent nulle part. La politique de la boxe l'a mis à l'écart. Les promoteurs l'ignorent, les grands événements l'écartent des cartes, et les projecteurs restent braqués sur lui. Pendant des années, Marvin s'est battu dans l'ombre. Mais Marvin ne s'est jamais plaint. Il a continué à travailler. Il a combattu n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Il a voyagé de ville en ville, affrontant souvent des foules hostiles qui ne connaissaient pas son nom, ou pire, qui le huaient pour ce qu'il était. Pourtant, à chaque fois, il se présentait prêt à faire ses preuves. « Je me battrai contre n'importe qui », disait-il, et il le pensait vraiment. Il a construit sa carrière à la dure, en s'appuyant sur son courage, sa ténacité et sa volonté. Chaque petite victoire était un nouveau pas en avant, même si le monde ne le remarquait pas. Au fond de lui, Marvin savait que s'il continuait, sa chance se présenterait. Et finalement, en 1979,
Cette chance se présente. Il monte sur le ring contre Vito Antuofermo pour les titres WBA et WBC des poids moyens. C'est le combat qu'il a attendu toute sa vie. Sa première chance de prouver une fois pour toutes qu'il n'est pas un simple prétendant. Il était destiné à devenir champion. La plupart des spectateurs pensaient que Marvin avait clairement gagné. Il a donné plus de coups de poing à contrôler le ring et a semblé plus fort tout au long du combat. Mais lorsque les juges ont annoncé le résultat, il s'agissait d'un match nul. La décision a choqué la foule. Les journalistes et les fans sont abasourdis. Marvin avait fait plus que ce qu'il fallait pour gagner, et voilà qu'on lui enlève à nouveau le titre. C'était un rappel douloureux que même lorsqu'il donnait le meilleur de lui-même, il devait toujours se battre contre l'injustice. Ce match nul était bien plus qu'une mauvaise décision. C'était un symbole du système qui travaillait contre lui depuis le début. Mais Marvin n'abandonne pas. Moins d'un an plus tard, le 27 septembre 1980, il se rend à Londres pour combattre Alan Minter pour les mêmes titres. Marvin ne se contente pas de battre Minter, il le détruit. Le combat ne dure que 3 rounds. Marvin le domine par sa puissance, sa vitesse et sa concentration. Lorsque l'arbitre arrête le combat, Marvin est enfin devenu le champion du monde incontesté des poids moyens. Mais même ce moment de triomphe n'a pas été sans douleur. Après le combat, une émeute éclate dans l'arène. De nombreux supporters de Minter étaient furieux qu'un noir américain ait ravi le titre à un combattant britannique. Des bouteilles et des débris sont jetés sur le ring. Marvin et son équipe ont dû être évacués d'urgence pour se mettre à l'abri. Ce devait être le plus grand moment de sa carrière, mais au lieu de cela, il s'est terminé dans le chaos. Il avait prouvé qu'il était le meilleur, mais la victoire était douce amère. L'irrespect l'avait suivi jusqu'au sommet, et alors qu'il pensait que les choses deviendraient plus faciles, ses combats allaient atteindre un tout autre niveau, le règne du guerrier. Après des années d'évitement, d'ignorance et de refus, Marvin Hagler devient enfin le champion du monde, incontesté des poids moyens en septembre 1980. Mais il ne prend pas le temps de fêter l'événement ou de se détendre. Il s'est directement remis au travail, car pour Marvin, devenir champion n'était qu'un début. Il doit maintenant prouver qu'il mérite de rester au sommet, et c'est ce qu'il fait encore et encore. Il défend son titre pour la première fois le 17 janvier 1981 contre Fulgencio Belmeyes, un combattant vénézuélien invaincu. Le combat a lieu à Boston, et Marvin se bat avec l'intensité que les fans commencent à attendre de lui. Il met Belmeyes au tapis round après round, et au 8e round, l'arbitre arrête le combat. Marvin s'est imposé par KO technique. Il s'agit d'un bon début pour son règne et d'un signe pour l'avenir. Au cours des années suivantes, Marvin Hagler a défendu ses titres de champion des poids moyens à 12 reprises. Il ne s'est pas contenté de gagner, il a dominé. Ses combats étaient souvent brutaux, et la plupart d'entre eux n'allaient pas jusqu'au bout. Il a affronté tous les challengers sans jamais esquiver un seul adversaire. Des combattants comme Mustafa Amcho, Juan Domingo Roldan et Wilford Sipien sont tous montés sur le ring avec lui et en sont sortis vaincus. Certains ont été mis KO, d'autres ont subi des coupures si graves que le combat a dû être arrêté. D'autres ont tout simplement été surclassés du début à la fin. Mais même s'il écrase ses adversaires, Marvin n'en garde pas moins un lourd sentiment d'impuissance. Il n'a jamais oublié le temps qu'il lui a fallu pour obtenir les opportunités qu'il méritait. Et même aujourd'hui, en tant que champion, il ne se sent toujours pas respecté. Les médias ne lui accordaient pas la même attention qu'aux boxeurs plus voyants. Les promoteurs et les radiodiffuseurs font souvent plus d'éloges aux boxeurs au sourire rapide et au gros soutien. Marvin ne souriait pas. Il gagnait, mais cela ne semblait pas suffire. Un moment de cette période a montré à quel point ce manque de respect le dérangeait. Avant un combat en 1982, l'annonceur du ring le présente comme Marvin Hagler, omettant le surnom de Marvelous que Marvin avait travaillé si dur pour gagner. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peu après, Marvin a saisi la justice et a légalement changé son nom en Marvelous Marvin Hagler. À partir de ce moment-là, tout le monde est obligé de le dire. Pour Marvin, il ne s'agissait pas seulement d'un nom,
Il s'agissait d'être vu, entendu et respecté. Le manque de respect qu'il a ressenti ne l'a pas brisé. Il l'a nourri. Chaque affront, chaque gros titre ignoré, chaque victoire négligée le rendait plus dangereux sur le ring. Ces combats sont devenus plus que de simples défenses de titre. Ils étaient personnels. Il ne défendait pas seulement une ceinture. Il exigeait de la reconnaissance. Ce qui rendait Marvin si difficile à battre n'était pas seulement son état d'esprit. Son style de combat lui était totalement propre. Il se battait dans une posture de gaucher, ce qui signifie qu'il menait avec sa main droite et frappait avec sa main gauche. La plupart des combattants n'étaient pas habitués à cela, et cela perturbait leur rythme. Il avait également un menton capable d'encaisser une quantité incroyable de coups. Même lorsqu'il recevait des coups francs, il continuait à avancer. En outre, Marvin s'entraînait comme personne d'autre. Il menait une vie stricte et disciplinée. Alors que d'autres combattants font la fête ou prennent de longues pauses entre les matchs, Marvin vit comme un soldat. Son corps était toujours en pleine forme et son attention ne quittait jamais le ring. Bientôt il montera sur le ring pour le combat le plus violent et le plus inoubliable de sa carrière, le Forgotten King. Dans les années 1980, la boxe est entrée dans ce que beaucoup considèrent comme son époque la plus passionnante. Au centre de tout cela se trouvaient 4 combattants légendaires: Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Thomas Hitman Hearns et Roberto Hands of Stone Duran. Ils ont été surnommés les Four Kings, et ensemble, ils ont contribué à façonner un âge d'or pour ce sport. Ce qui rend cette époque si particulière, c'est que les 4 se sont affrontés. Dans le monde de la boxe d'aujourd'hui, les meilleurs combattants évitent souvent de s'affronter pour protéger leur record d'invincibilité ou attendre la bonne affaire. Mais les 4 rois étaient différents. Ils n'ont pas évité les combats. Ils n'ont pas attendu des années. Ils sont montés sur le ring et ont réglé leurs différends à l'ancienne en se battant. Les fans ont ainsi pu assister à certains des plus grands matchs de l'histoire de la boxe. Mais même au sein de ce groupe de légendes, Marvin Hagler s'est distingué pour une raison différente. Alors que Leonard Hearns et Duran ont tous bénéficié d'une notoriété précoce et d'un soutien massif, Marvin était l'outsider. Les autres ont bénéficié d'une attention médiatique considérable de sponsors de renom et de promoteurs puissants qui les ont soutenus dès le début de leur carrière. Ils ont joué dans des publicités. Elles souriaient sur les couvertures des magazines. Ils avaient le pouvoir des stars. Marvin, lui, n'avait rien de tout cela. Il avait les frères Petronelli, une petite salle de sport à Brockton, et une grande envie de faire ses preuves. Il n'a pas eu de combat facile ni de gros contrats. Il a dû se battre contre des adversaires dangereux dans de petites salles pour se faire remarquer. Sa route vers le sommet a été construite sur la lutte, pas sur les projecteurs. Même après être devenu champion, Marvin se sentait toujours un peu à part. Sugar Ray Leonard est l'enfant chéri de la boxe, beau charmant et aimé des médias. Thomas Hearns avait la capacité de mettre des coups et était présenté comme une superstar montante. Duran était déjà devenu une légende lorsqu'il a affronté Marvin. Marvin devait sans cesse rappeler aux gens qu'il était à sa place. Il transportait cette amertume dans chaque combat. Il ne se battait pas seulement pour des titres. Il se battait pour être considéré comme un égal. Il savait que s'il commettait la moindre erreur, les médias oublieraient tout le travail qu'il avait accompli. Mais si les autres faisaient une erreur, ils seraient toujours traités comme des stars. Ce double standard le rongeait. Lorsqu'il a affronté Hearns et Duran puis Leonard, Marvin ne pensait pas seulement à la victoire. Il pensait à tout ce qu'il avait enduré, à chaque fois qu'on lui avait refusé une chance et à chaque fois que les médias avaient choisi quelqu'un d'autre que lui. Les commentateurs ont souvent dit que Marvin semblait se battre avec quelque chose en plus, une colère ou une motivation que les autres combattants n'avaient pas. En effet, pour Marvin, chaque coup de poing est personnel. Il a battu Roberto Duran par une décision serrée en 15 rounds. C'était un combat intelligent et technique qui a montré que Marvin n'était pas seulement un bagarreur. Il était aussi un penseur sur le ring. Contre Hearns, il a infligé l'un des KO les plus violents et les plus mémorables de l'histoire de la boxe, prouvant au monde entier qu'il était un dur à cuire. Et lorsqu'il affronte Leonard, c'est plus qu'une simple défense de titre.
C'est l'occasion de prouver une fois pour toutes qu'il est meilleur que les autres. Mais peu importe le nombre de victoires qu'il accumule, Marvin doit toujours se battre plus durement que les autres rois pour gagner le même respect. Il savait qu'il ne suffisait pas d'être grand, il devait être meilleur à chaque fois. Il devait dominer, il devait détruire, et même là parfois ce n'était pas suffisant. Mais un combat de seulement 3 rounds allait enfin lui donner la lumière qu'il avait toujours méritée, la nuit la plus sanglante de l'histoire de la boxe. Le 15 avril 1985, l'un des combats les plus inoubliables de l'histoire de la boxe se déroule au Caesars Palace de Las Vegas. C'était le merveilleux Marvin Hagler contre Thomas Hitman Hearns. Thomas Hitman Hearns, un affrontement que l'on appellera plus tard la guerre. Ce n'était pas une simple défense de titre, c'était personnel, c'était violent, c'était la boxe dans toute son intensité. La préparation du combat s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Pendant des semaines, les 2 combattants ont effectué une tournée de presse dans 23 villes pour promouvoir le combat. Au début, ils se respectent mutuellement. Mais ville après ville, interview après interview, les choses ont commencé à changer. Les longues journées de voyage et l'attention constante des médias ont transformé ce respect en quelque chose d'autre, une véritable colère. Le soir du combat, les 2 hommes étaient prêts à se déchirer. Lorsque la cloche a sonné le début du premier round, le public s'attendait à un lent processus d'évaluation. Il n'en a rien été. Dès la première seconde, les 2 combattants explosent de coups de poing. Hearn entre rapidement en scène, lançant sa puissante main droite. Il a envoyé l'un des coups les plus durs de sa carrière directement sur le menton de Hagler. Un coup de poing qui aurait mis KO la plupart des boxeurs, mais Hagler n'est pas tombé. Il n'a même pas reculé. Il a continué à avancer. Ce moment a choqué tout le monde. Si Hearns ne pouvait pas blesser Hagler avec son meilleur coup de poing, que pouvait-il faire d'autre? Ce qui suivit fut 3 rounds d'une violence ininterrompue. Les 2 combattants lancent tout ce qu'ils ont. Il n'y avait pas de défense, juste de la puissance, de la vitesse et de l'agressivité. Ce combat a été décrit plus tard comme les 8 minutes les plus violentes de l'histoire de la boxe. Les fans ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas un simple combat, c'était la guerre. Puis quelque chose de terrible s'est produit. Au cours du 2e round, Hearns a ouvert une profonde coupure au-dessus de l'œil droit de Hagler. Le sang commence à couler sur son visage. Il s'agit d'une blessure grave. Et pendant un moment, Marvin ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait. L'arbitre arrête le combat pour que le médecin vérifie la coupure. C'est à ce moment-là que la pire crainte de Hagler s'est manifestée. Pendant des années, Marvin a eu peur de perdre. Non pas parce qu'il était battu, mais à cause d'un arrêt technique, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Aujourd'hui, dans le plus grand combat de sa vie, cette peur devenait réelle. Il craignait qu'il n'arrête le combat à cause de la coupure et ne donne la victoire à Hearns par défaut. Mais Marvin n'allait pas se laisser faire. Lorsque le combat a repris, il est sorti comme un homme possédé. Il ignore le sang et s'attaque directement à Hearns. Ses coups de poing étaient rapides, durs et pleins de rage. Il coince Hearns, lui assène une droite écrasante et le met au tapis. Hearns tente de se relever, mais ses jambes se dérobent. L'arbitre arrête le combat. Le combat est terminé. Hagler l'emporte par KO au 3e round. La foule explose. Les commentateurs sont stupéfaits. C'est l'un des combats les plus dramatiques et les plus émouvants que le sport ait jamais connus. Marvin ne s'est pas contenté de gagner le combat. Il a voulu la victoire. Le promoteur Bob Arum a déclaré plus tard qu'il avait voulu gagner. Même Thomas Hearns, des années plus tard, a donné tout le crédit à Marvin. « Je ne peux rien lui enlever », a-t-il dit. « Sa maladresse m'a perturbé. Il s'est battu à fond. Nous avons donné un grand spectacle pour toujours. Mais même après tout cela, la douleur n'était pas terminée. Le combat s'est peut-être terminé dans la gloire, mais le chapitre suivant apportera le moment le plus douloureux de sa carrière. Et ce moment arrivait à grands pas, le combat dont personne ne se souvient. Le 10 novembre 1983, Marvin Hagler monte sur le ring pour défendre son titre de champion des poids moyens contre l'un des noms les plus respectés de la boxe, Roberto Hans de Stone Duran.
Contrairement à la guerre brutale de Marvin contre Hearns, ce combat s'est déroulé lentement. Il ne s'agissait pas de puissance brute ou de violence. C'est une question de stratégie de patience et de contrôle. Durant n'était pas un adversaire ordinaire. À ce moment-là, il avait déjà été champion du monde dans 3 catégories de poids différentes. Il avait affronté des légendes comme Sugar Ray Leonard et tenait tête aux meilleurs de la discipline. Duran était rusé, expérimenté et incroyablement résistant. Il n'allait pas se laisser mettre KO facilement et il n'allait certainement pas se laisser intimider. Dès la première cloche, il est clair que ce combat sera différent de la plupart des autres de Marvin. Duran n'est pas venu pour donner des coups de poing sauvages ou s'effondrer sous la pression. Au lieu de cela, il a utilisé le mouvement, la défense et le timing pour frustrer Hagler. Pendant la majeure partie du combat, Duran est resté hors de portée, glissant des coups et contrant chaque fois qu'il le pouvait. Marvin, qui a l'habitude de briser ses adversaires avec une agressivité constante, doit changer d'approche. Il a compris très tôt qu'il ne gagnerait pas ce combat par la force brute. Il devait être intelligent. Il devait rester patient. C'est exactement ce qu'il a fait. Pendant 15 rounds acharnés, les deux hommes s'affrontent dans ce que de nombreux amateurs de boxe appellent une guerre technique. Marvin a ajusté son rythme. Il a coupé le ring, travaillé le corps, et ne s'est pas montré téméraire. Duran a été dangereux tout au long du combat, mais Marvin ne l'a jamais laissé prendre le contrôle. Au fil des rounds, la condition physique supérieure de Marvin commence à se manifester. Alors que Duran commençait à ralentir légèrement, Marvin continuait à avancer, à donner des coups de poing nets et à remporter les échanges. Au coup de sifflet final, Marvin n'a pas marqué de knockout, mais il a clairement surclassé et dépassé l'un des combattants les plus intelligents du monde. Les juges ont tous vu les choses de la même façon. Marvelous Marvin Hagler a remporté une victoire par décision unanime, même si elle n'était pas éclatante. De nombreux analystes de boxe ont par la suite souligné que ce combat était l'une des performances les plus complètes de Marvin. Il a tout montré, la défense, le jeu de jambes, le timing et le QI du ring. Il a prouvé qu'il pouvait être plus qu'un simple bagarreur agressif. Il pouvait jouer le long jeu et gagner contre un maître technicien. Mais comme beaucoup de moments dans la carrière de Marvin, cette victoire n'a pas reçu les projecteurs qu'elle méritait. Les fans et les médias se sont davantage concentrés sur ses victoires par KO. Le combat contre Duran est rarement mentionné dans les films d'archives, même s'il a été une vitrine de la grandeur de Marvin. Mais le combat qui allait véritablement mettre à l'épreuve son héritage et lui briser le cœur était juste au coin de la rue, dérobé à la vue de tous. Le 6 avril 1987. Marvin Hagler monte sur le ring pour ce qui deviendra le combat le plus controversé et le plus douloureux de toute sa carrière. Ce soir-là, il affronte Sugar Ray Leonard, un combattant qu'il souhaite combattre depuis des années. Leonard est à la retraite depuis près de 3 ans et n'a pas combattu d'adversaire sérieux depuis encore plus longtemps. Pourtant, le combat est présenté comme le combat de la décennie et le monde entier le regarde. Pour Marvin, ce combat était censé marquer définitivement son héritage. Il a battu tous les autres Duran Hearns, tous les meilleurs prétendants. Leonard était le dernier des 4 rois à affronter. Une victoire sur lui ferait taire toutes les critiques et prouverait une fois pour toutes qui est vraiment le meilleur. Dès le départ, l'affrontement est un choc de style. Marvin Hagler est connu pour sa pression constante, sa robustesse et sa puissance. Leonard, quant à lui, se concentre sur la vitesse, le mouvement et les combinaisons rapides. Au cours du combat, Leonard utilise bien le ring. Il reste à l'extérieur, lance des coups d'estoc rapides et s'élance à la fin des rounds pour attirer l'attention des juges. Il n'a pas essayé de se battre, il a essayé de marquer des points et de survivre. Marvin, comme toujours, a avancé pendant tout le combat. C'est lui qui a donné les coups les plus forts et qui a dicté le rythme. Il n'a pas donné autant de coups de poing que Leonard, mais lorsqu'il les a portés, l'impact était évident. Il s'est efforcé de couper le ring et de faire travailler Leonard à chaque seconde. Mais lorsque la cloche finale a sonné, la décision ne dépendait plus d'eux. La décision est entre les mains des juges, et c'est là que le cœur se serre. Sugar Ray Leonard l'emporte par décision partagée.
Un juge a donné la victoire à Leonard. Un autre l'a donné légèrement à Hagler. Le troisième, considéré comme neutre, a donné Leonard par un seul round. Le monde de la boxe est en proie à la controverse. De nombreux fans et journalistes estiment que Marvin en a fait assez pour gagner, notamment parce qu'il a contrôlé le rythme et porté les coups les plus puissants. Les critiques soulignent que Leonard vole des rounds en multipliant les coups dans les 30 dernières secondes, même dans des rounds où Marvin a fait un meilleur travail la plupart du temps. Certains ont parlé de vol, d'autres ont dit que c'était de la boxe intelligente de la part de Leonard. Mais pour Marvin Hagler, cela ressemblait à une trahison. Il a passé toute sa carrière à se battre pour être respecté, souvent ignoré ou négligé. Aujourd'hui, même après avoir obtenu le plus grand combat de sa carrière, il pense que le sport le lui a enlevé. Il avait l'impression que la décision avait été prise avant même que le combat ne commence. Le chouchou des médias, Leonard, allait toujours remporter la victoire, à moins que Marvin ne le mette KO. Après le combat, Marvin n'a pas supplié pour une revanche. Il ne s'est pas plaint à la commission. Il s'en est tout simplement allé. Il a refusé de se battre à nouveau contre Leonard en disant à Ray de se trouver une vie. C'est ainsi qu'il a pris sa retraite, à seulement 32 ans. Marvin Hagler a quitté la boxe non pas à cause de l'âge ni à cause d'une blessure, mais à cause d'un chagrin d'amour. Il n'a pas perdu son amour pour le combat lui-même. Il a perdu sa foi dans le système qui le contrôlait. Sa retraite n'a pas été perçue comme une fête. Elle a ressemblé à un exil. L'un des plus grands champions de l'histoire du sport est parti discrètement sans tournée d'adieu, sans dernier tour de piste, sans possibilité de récupérer ce qu'il croyait lui avoir été volé. Il n'a plus jamais combattu. Une fin déchirante. Le 13 mars 2021, le monde de la boxe est frappé par une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Marvin Hagler, l'un des plus grands champions de tous les temps, est décédé subitement à l'âge de 66 ans chez lui dans le New Hampshire, où il menait une vie paisible avec sa femme Kay. Aucune maladie n'a été signalée, aucune alerte n'a été donnée. Il était simplement là, à un moment, et parti l'instant d'après. Kay Hagler a fait part de la terrible nouvelle dans un message sur les réseaux sociaux. Elle a écrit que Marvin était mort de manière inattendue, entouré de sa famille. L'annonce a été brève, mais elle a ébranlé les fans, les combattants et les journalistes sportifs du monde entier. À une époque où l'on a l'habitude d'entendre parler de longs combats contre la maladie ou de séjours à l'hôpital, la situation était différente. Marvin n'était pas malade. Il n'avait pas disparu. Il venait de partir. La dernière cloche a sonné et personne ne l'a vu venir. Il s'en est suivi un déferlement d'amour et de tristesse dans le monde entier. Les personnes qui ont grandi en regardant Marvin combattre se souviennent non seulement des KO ou des titres, mais aussi de la façon dont il se comportait avec fierté, force et discipline. Pour ceux qui le connaissaient personnellement, ce n'est pas seulement un grand combattant qu'ils ont perdu, c'était un homme profondément loyal et humble. Même les hommes qu'il a affrontés sur le ring se sont exprimés le cœur lourd. Sugar Ray Leonard, qui avait partagé le ring avec Marvin dans l'un des combats les plus controversés de l'histoire de la boxe, a exprimé sa profonde tristesse et son respect. Il s'est dit bouleversé par la nouvelle et a qualifié Marvin de véritable guerrier et champion. Thomas Hearns, qui avait affronté Hagler lors de l'inoubliable guerre de 1985, lui a également rendu hommage. Malgré leur intense rivalité, Hearns n'a jamais cessé de respecter Marvin. Il a publié sur les médias sociaux qu'il était honoré d'avoir partagé le ring avec lui et l'a appelé l'un des meilleurs à jamais l'avoir fait. Roberto Duran, un autre des légendaires Four Kings, a également fait part de son chagrin, qualifiant Hagler non seulement de grand combattant, mais aussi d'homme bon. Le promoteur Bob Arum, qui a travaillé avec Marvin au sommet de sa carrière, a déclaré qu'il était l'une des personnes les plus formidables que j'ai jamais promues. C'était un vrai homme loyal et honorable. Les mots d'Arum font écho à ce que beaucoup de boxeurs savaient déjà. Marvin n'était pas seulement génial sur le ring, il l'était aussi en dehors. La mort de Marvin Hagler a laissé un vide dans le cœur de la boxe. Il avait été plus qu'un simple combattant. Il était le symbole du travail acharné, de la concentration et de la grandeur tranquille. Il n'a pas couru après les projecteurs.
Elle l'a trouvé un jour ou l'autre. Mais en fin de compte, la célébrité n'a jamais été le but de Marvin. C'était toujours une question de respect. Et même dans la mort, ce respect était omniprésent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer un autre regard sur l'histoire des célébrités.